PowerPoint avec la présentation de chaque intervenant, mais pas d'obligation. Hein, Parce que moi, j'en avais, hein, mais tu veux non, 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 enfin, du coup, en fait, je l'ai pas prévu. Je me suis dit que ce serait pas t'as pas forcément prévu, utile. ouais. Et puis moi, c'est un peu scolaire, c'est cette présentation du livre. Ah ouais, mais tu sais, les publics du mal, les mardis d'histoire sont... Des cartes, tu vois. Hein. Mais il y a des Ah cartes, ouais, etc. Ça peut être pas mal, en fait. hyper... si tu veux, n'hésite pas. Hein. Non, là, c'est trop Trop tard. tard. Ouais. Je regarde. Et tu veux qu'on mette peut-être le site de ton laboratoire de recherche ou quelque chose, un lien internet. Enfin, il n'y a pas de lien internet. Ça va. Donc, quand tu veux, je suis. Je pense que tu vas prendre celui-là. On va se mettre. Tu restes assise, Fabien? Comme tu préfères. Oui, c'est enregistré. Alors, bonsoir à tous. Ravi de vous revoir pour ce deuxième temps, puisque vous savez peut-être, certains ne le savent peut-être pas. Mardi dernier, nous avons organisé un premier temps sur le thème de l'esclavage, puisqu'en fait, ces deux rendez-vous s'inscrivent dans le temps des mémoires, qui est un événement qui est organisé par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, donc fondation nationale à l'échelle nationale. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site internet de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Il y a un certain nombre d'événements qui sont programmés dans le cadre de ce temps des mémoires. Et donc c'est extrêmement riche. Voilà, donc je suis heureux d'accueillir aussi donc Samia Chabani, donc directrice d'Ancrage, de l'association Ancrage. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble. Et donc on est toujours ravis de cette collaboration féconde qui est organisée très régulièrement au sein de l'auditorium et même bien au-delà. On programme aussi quelquefois des balades urbaines ensemble sur l'histoire de la ville de Marseille et l'histoire des stigmatisations. Et donc voilà, donc je te céderai la parole pour peut-être présenter nos deux invités de ce soir. Juste pour dire peut-être aussi, le premier rendez-vous qui a eu lieu mardi dernier a été organisé dans le cadre des Mardis de l'Histoire. Donc c'était une conférence de Gilbert Buty, professeur émérite à Aix-Marseille Université, et qui a développé une conférence autour de la thématique de la traite négrière suite à la sortie d'un livre qu'il a réalisé, qu'il a publié au mois de novembre dernier, donc la traite négrière en France méditerranéenne de la fin du XVIIIe de la fin du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Si vous n'avez pas pu être présent lors de cette rencontre, je vous invite à consulter cette conférence qui est vraiment passionnante sur la chaîne YouTube des Musées de Marseille. Sachez que cette rencontre sera retransmise aussi prochainement dans le cadre justement de cette chaîne YouTube des Musées de Marseille, où on met en ligne systématiquement ou quasi systématiquement l'ensemble de nos conférences. Voilà, je cède la parole très vite. Peut-être quand même juste un mot. Alors rien à voir avec le temps des mémoires, mais samedi soir, vous savez, c'est la nuit des musées, donc on organise plein d'événements, des ateliers. On inaugure 2 expositions différentes. Et peut-être que ça peut vous intéresser. On va programmer aussi un spectacle autour de la figure de Claude McKay, qui a combattu aussi pour les droits des Noirs notamment, et qui a été une figure marquante de la période des années 20 à Marseille. Il a réalisé pas mal de livres, et notamment Banjo, Romance à Marseille. Et il y aura un spectacle samedi soir à 21h que je vous recommande fortement, qui a été déjà présenté dans le cadre du Festival Jazz des 5 continents. Un spectacle autour de son œuvre, avec des lectures, des projections à la fois d'images, un travail vraiment audiovisuel très fort réalisé par
un auteur qui s'appelle Mathieu Verdeil, et aussi un travail musical, puisque Claude Maquet a été aussi très imprégné de la culture jazz. Donc un travail musical, justement, pour retrouver un peu ses origines. Voilà. Donc je vous recommande très fortement de venir ici même à 21h donc pour ce spectacle qu'est Lettre à un poète disparu. Voilà, je cède la parole à Samia, que je remercie encore, Samia Chabani, de l'association Ancrage. Merci Jérôme. Eh ben, c'est parti. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je retourne les remerciements au Musée d'Histoire pour son accueil dans le cadre de ce cycle de conférences débat qui s'appelle l'Agora des mémoires, qui est un cycle qu'on égrène tout au long de l'année autour de différentes thématiques qui ont à voir avec les migrations, l'histoire coloniale et décoloniale, bien sûr. Et je suis très, très heureuse ce soir d'accueillir donc Paulin Ismar, historien, et Julien Loiseau, également historien. Je vais préciser leur titre, mais autour de cette publication, donc Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, qui est un livre, comme vous pouvez le constater, assez costaud. On peut tuer quelqu'un avec ça. Voilà. Et qui nous permet de revenir sur une histoire qu'on connaît assez peu, on connaît assez peu la dimension, la part de port négrier qu'a pu être Marseille et la part de la traite négrière dans l'économie locale. Mais c'est aussi très intéressant d'interroger cet ouvrage et de voir comment cette histoire comparée prend forme aujourd'hui dans l'histoire contemporaine. Alors, en l'occurrence, je voudrais également citer la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont nous sommes partenaires depuis de nombreuses années. Cette fondation a connu un temps assez long de préfiguration avant d'être constituée comme fondation à part entière. Ça a été longtemps un GIP, un groupement d'intérêt public, avec pour mission la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Et je voudrais revenir très rapidement sur la création de cette fondation, parce que Dominique Rogers, qui devait être là aujourd'hui avec nous, malheureusement a dû se décommander pour des raisons de santé. Et elle tenait à ce que je l'en excuse publiquement. Et elle est membre du conseil scientifique de la fondation, comme vous, Paulin. Et c'était important pour elle qu'on évoque la création de cette fondation assez rapidement. Jérôme disait allez sur le site, effectivement, le site de la fondation, et c'est à la fois un site qui explique tout ce long parcours de la création de la fondation, mais qui est aussi un site ressources absolument incroyable, qui offre des ressources digitales sur la question de l'esclavage colonial, et qui permet de décliner des actions pédagogiques sur tous les territoires en France. D'ailleurs, à Marseille, nous proposons l'un des outils de la Fondation, cette fameuse exposition itinérante qui a été présentée l'année dernière, « Esclavage, c'est notre histoire, esclavage et abolition, une histoire de France ». Donc, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage s'inscrit dans le long chemin de la reconnaissance par la France de son passé colonial. Dès les années 60, un mouvement populaire se développe dans les Outre-mer pour faire reconnaître la mémoire des esclaves et de leurs descendants, porté par les artistes et les intellectuels, soutenu par les collectivités locales, relayé par des initiatives internationales telles que la Route de l'esclave de l'UNESCO. C'est une dynamique qui a pris une ampleur nationale avec la marche du 23 mai 1998 et le vote de la loi du 10 mai 2001, sur proposition de la loi de Christiane Taubira, par laquelle la France a reconnu la traite et l'esclavage coloniaux comme crimes contre l'humanité. Donc la France a inscrit l'histoire de l'esclavage dans les programmes scolaires. Elle a mis en place 2 journées nationales du souvenir. Le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Et le 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Elle s'est dotée d'un comité national formé de personnalités du monde de la recherche, de la culture et de la société civile. Le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage
également, qui permet de coordonner l'effort de transmission et de la connaissance de cette histoire. Je voulais rappeler au préalable cette dimension-là parce que ça a été le résultat d'un long combat. Souvent, précisément, le rôle de la société civile, des associations, des héritiers de cette histoire n'est pas suffisamment valorisé. Donc je tenais à rendre hommage à tous ces acteurs qui ont fait en fait émerger ce type d'institution aujourd'hui. Alors, pour revenir à notre table ronde de ce soir, donc je précise davantage et je suis heureuse d'accueillir 2 contributeurs et puis le directeur de la publication de cet ouvrage, Paulin Ismar, qui est historien et directeur de cette publication, spécialiste de l'histoire antique. Et ses travaux portent sur l'histoire politique et sociale des cités grecques, plus particulièrement sur l'esclavage en Grèce antique. Également Julien Loiseau, à ma gauche, historien médiéviste français, spécialiste de l'histoire du monde islamique médiéval. Il est actuellement professeur à Aix-Marseille Université et il est également contributeur dans l'ouvrage avec un article sur Esclaves sur le trône. Il contribue à éclairer la situation de l'esclavage en Égypte et en Syrie au XVe siècle. Voilà, donc c'est un ouvrage qui rassemble 70 auteurs de 15 nationalités différentes. Il entend tout d'abord présenter une histoire inédite de l'esclavage, depuis la préhistoire jusqu'au présent. C'est bien dans cette chronologie-là, enfin on y reviendra. Et l'histoire de l'esclavage trop longtemps tenue pour une forme de passé subalterne qui est ici replacée au cœur des grandes tensions de l'histoire mondiale et qui a pour ambition de renouveler une approche comparée dans l'étude du phénomène esclavagiste qui conduit le lecteur de l'Inde ancienne aux Antilles du XVIIIe siècle, de la Chine au Brésil colonial, de l'Égypte médiévale à l'Ouganda contemporain. Alors on a présenté il y a quelques mois une publication autour de la colonisation. Je suis très, très heureuse qu'on puisse aborder la question de l'esclavage. Est-ce qu'on peut, pour introduire cette conférence, Paulin, vous donner la parole pour évoquer le contexte précisément de production de cette publication, revenir aussi également sur l'ambition qu'elle porte ou ses ambitions au pluriel, revenir sur le titre peut-être et l'image qui a été choisie pour cette couverture de l'ouvrage. Merci. Alors ça fait beaucoup de choses. Ouais, on va y aller étape par étape. Non, mais le contexte de publication, en fait, le livre est paru en 2021, donc il y a 3 ans, et il est paru, c'est un peu un hasard, ça n'avait pas du tout été prémédité, 20 ans après le vote de la loi Taubira. Mais le livre a été lancé en 2015, il y a vraiment eu 5 ans de travail assez long autour du livre, puisque le livre est composé en fait de 2 collectifs. Il y a un collectif large de 70 auteurs qui ont contribué, à chaque fois selon leur spécialité, et puis il y a un collectif étroit avec Benetta Rossi et Cécile Vidal. Benetta Rossi qui est africaniste, historienne et anthropologue spécialiste des 19e et 20e siècles, et Cécile Vidal qui est américaniste, qui est spécialiste en particulier de la Caraïbe moderne. On a travaillé tous les 3, et toute la partie centrale du livre, qui est la partie comparée, on l'a vraiment écrite à 3, et c'est celle qui a pris beaucoup de temps, puisque en fait le livre, c'est ce que vous disiez, mais essaie de faire 2 choses à la fois. C'est-à-dire, d'une part, faire une histoire mondiale du fait esclavagiste. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un livre qui s'inscrit un peu dans ce courant des histoires mondiales, comme il y en a eu un certain nombre depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, et qui effectivement ne se donne aucune limite de temps et d'espace. Depuis le néolithique jusqu'au monde très très contemporain, mais il ne s'agit pas du tout, parce que je pense que c'est impossible et que ce serait absurde, de proposer une histoire continue. Dans ce cas-là, ce serait une histoire du monde, et on parlerait du terme esclavage sans toujours savoir ce qu'on veut nommer précisément par ce terme. Bon, donc il y a quand même cette volonté d'écrire une histoire mondiale du phénomène esclavagiste. Et puis il y a une autre dimension dans le livre qui, à mon avis, est la plus singulière et ce qu'on a voulu le plus défendre en faisant ce livre, qui est vraiment la question du comparatisme. C'est-à-dire produire une réflexion comparée sur les différentes sociétés qui, à un moment de leur histoire, ont recouru à l'esclavage.
Et ça, c'était un travail long, difficile, et qui pose plein de problèmes intellectuels, théoriques. Je pense qu'il faut un peu les aborder d'emblée, qui sont comment est-ce qu'on définit l'esclavage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met à vouloir travailler sur toutes les sociétés sans limite de temps et d'espace, une des grandes difficultés, c'est évidemment de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle toujours de la même chose quand on parle de l'esclavage? C'est évidemment un très très grand problème. Et puis, la deuxième question, c'est aussi évidemment celle de savoir ce qu'on veut faire et quel est l'intérêt de comparer. Ça ne va pas de soi, en fait. Bon, pourquoi comparer? Alors, du point de vue de la définition de l'esclavage, c'est une question en fait ancienne chez les historiens, chez les anthropologues, celle de savoir si on peut proposer une définition universelle de l'esclavage. Et pour le dire un peu schématiquement, mais je pense que ça reste pertinent, il y a quand même deux grands types d'approches. Il y a une approche qui est dominante, en particulier en droit, et parce qu'elle a force de loi en termes de droit international, c'est une définition de l'esclavage qui repose sur la propriété. C'est-à-dire qu'il y a une situation d'esclavage quand des droits qui sont ceux alors, des droits analogues ou qui sont des droits de propriété sont exercés par une personne sur une autre. Il y a cette première définition qui marche bien pour définir ce qu'est l'esclavage dans pas mal de sociétés. Et puis il y a une autre définition, parce que d'un point de vue, si on essaie d'universaliser une définition de l'esclavage sur la base de la propriété, on arrive assez rapidement à des impasses. Il y a plein de configurations où on reconnaît des individus qui sont comme des esclaves et qui pourtant ne sont pas considérés comme des propriétés. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment une question en même temps importante. Et donc une deuxième définition est apparue, a été beaucoup réfléchie en particulier par les anthropologues, et elle tourne autour de la notion, on pourrait dire, de mort sociale. C'est-à-dire ce qui caractérise l'esclavage, c'est vraiment le fait d'exclure un individu des dimensions constitutives de la vie sociale. Ça peut être l'exclusion de la communauté religieuse, c'est le plus souvent l'exclusion de la parenté, au sens où l'esclave n'appartient pas au cercle des parents, ou comme disait un grand anthropologue, l'esclave est un anti-parent. Bon. Donc il y a ces deux définitions. Nous, c'est très important dans notre travail, et quand on a commencé à construire ce livre, de ne pas vouloir à tout prix choisir une définition et vouloir l'appliquer à l'ensemble des sociétés. Ça n'aurait pas eu de sens. Et donc, on fait ce travail comparatiste en sachant bien que les définitions même de ce qu'est l'esclavage varient évidemment d'une société à l'autre. Il y a des sociétés dans lesquelles réfléchir à partir de la notion de propriété n'a en réalité aucun sens. Bon. Et puis il y a des sociétés, si vous prenez les sociétés antiques ou les sociétés issues de la traite transatlantique, où c'est des sociétés qui sont construites autour de la distinction entre libre et esclave. Mais il y a très nombreuses sociétés où cette distinction cardinale n'existe pas. Et dans ce cas-là, ceux qu'on peut éventuellement qualifier d'esclaves, c'est plutôt ceux qui sont en situation la plus défavorable, en bas, disons, de toutes les formes de statut de dépendance qui peuvent exister. Et c'est tout à fait différent. Bon. Alors, il y a cette question de la définition, mais donc de ne pas partir d'une définition préalable pour s'intéresser à toutes ces sociétés. Et puis, l'autre question, alors, que j'ai besoin quand même de poser d'emblée, hein, je suis désolé, je pose des choses comme ça, peut-être qu'après on y reviendra, mais c'est la question du comparatisme. Parce que, évidemment, si on compare, ça va de soi, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler à chaque fois. C'est avant tout pour singulariser les différentes sociétés qui ont recouru à l'esclavage, pour montrer à chaque fois de quelle manière le type d'esclavage qu'elles ont pratiqué, ou de quelle manière l'institution esclavagiste dans ces sociétés a produit des formes singulières de vie sociale, d'imaginaire, etc. Il ne s'agit absolument pas de ramener tout ça à un modèle général.
Et ce travail, il est nécessaire, par exemple, pour bien mettre en évidence, et le livre ne cesse de travailler cette question-là, la singularité de certaines pratiques ou de certaines sociétés esclavagistes. Par exemple, les sociétés issues de la traite transatlantique et de manière générale la traite atlantique sont bien des formes singulières et sidérantes par leur violence, par leur ampleur, par la dimension raciale qui structure ces sociétés esclavagistes, qui sont uniques, de toute façon, dans l'histoire. Mais ça, pour ça, il faut le montrer. Et produire du comparatisme, c'est important. On peut montrer qu'il y a des sociétés qui ont pratiqué l'esclavage avec autant de violence que certaines sociétés caribéennes. Il y a des sociétés où les esclaves étaient, d'un point de vue démographique, en nombre considérable, comme dans certaines sociétés du Nouveau Monde. Bon. Mais il y a quand même des singularités massives comme ça qui peuvent tout d'un coup apparaître. Et donc tout le travail, en particulier de la deuxième partie du livre, elle consiste à travailler sur certains phénomènes qu'on va pouvoir observer qui se ressemblent d'une société à l'autre, et au contraire ceux qui montrent bien qu'il y a une particularité. Alors d'un point de vue, mais je veux dire, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue politique, ça me semble particulièrement important de le dire d'emblée. Oui, définir les différentes formes de servitude qui ont pu exister dans l'histoire ou dans des aires géographiques ou civilisationnelles différentes. Alors précisément, Julien Loiseau, vous avez travaillé sur les modes de servitude dans l'ère arabo-musulmane, et notamment en Égypte et en Syrie au XVe siècle. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot de vos travaux, de vos recherches, et finalement quelles seraient les singularités de ces servitudes, en tout cas ces formes d'esclavage dans ces civilisations-là? Merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette discussion. Alors effectivement, moi j'ai travaillé sur cette question de la place des esclaves et aussi d'ailleurs de la place des affranchis, catégorie importante, problématique. Comment sortons de l'esclavage ? Jusqu'à quel point sortons de l'esclavage ? Dans une société politique un peu particulière qui domine le Proche-Orient, à la fin du Moyen-Âge, disons entre le XIIIe et le XVIe siècle. Une société un peu particulière où les affranchis, justement, ont une place dans l'ordre politique qui est assez exceptionnelle. Mais peut-être avant d'en parler, replacer ça dans un contexte plus large, qui est celui de ce qu'on peut appeler le monde islamique, mais ça demande là aussi un petit temps de définition. Qu'est-ce que c'est que le monde islamique ? Évidemment, le mot islam nous fait penser ici à la question religieuse. Le monde islamique, c'est un monde où effectivement les fidèles de la religion musulmane sont nombreux, où les souverains sont eux-mêmes musulmans, mais ce qui fait l'unité de ce monde, ou en tout cas ce qui fait que les sociétés de ce monde islamique qui va de la péninsule ibérique à l'Asie du Sud-Est, en passant par l'Europe orientale ou par le continent africain, c'est notamment ce qui fait, en tout cas, un des facteurs d'unité de ce monde, par-delà sa très grande diversité culturelle, linguistique, ethno-linguistique, c'est la dimension juridique. C'est un monde où les normes juridiques, tout en étant diverses, tout en étant en compétition, en concurrence les unes avec les autres, ont plus qu'un air de famille, répondent à un système commun, qui est celui du droit islamique, même si celui-ci prend des formes différentes. Et ça, c'est particulièrement sensible. Le droit islamique touche à beaucoup d'aspects de la vie sociale. Et disons qu'un des aspects où son impact sur la vie sociale est fort, c'est justement celui de l'esclavage, des formes donc de l'esclavage et aussi de sortie de l'esclavage, des questions d'affranchissement. Alors, qu'est-ce qui rend singulier peut-être l'esclavage dans ces sociétés islamiques depuis la formation de l'empire islamique et donc l'extension d'un empire qui unifie des territoires très, très variés, très étendus à partir du 7e, 8e siècle de notre ère disons au moins jusqu'au 18e siècle.
Ce qui singularise peut-être la place des esclaves, plus que de l'esclavage d'ailleurs, c'est sa dimension profondément intime. L'esclavage, les esclaves sont des intimes, sont dans la maison, sont dans la demeure. L'essentiel des fonctions confiées aux esclaves sont des fonctions domestiques et des fonctions qui touchent à l'intime, puisque la dimension de l'esclavage sexuel est très importante. La place des femmes esclaves achetées pour le lit du maître, éventuellement pour également l'engendrement des enfants, prend une place très importante. Autrement dit, c'est un esclavage qui touche à l'intimité de la société, à l'intimité des familles, à l'intimité des identités collectives. Et c'est sans doute aussi ce qui a rendu son histoire complexe à faire. Parce que dans la longue durée historique, les sociétés islamiques sont des sociétés où non seulement les esclaves sont très présents, mais où les affranchis aussi sont extrêmement présents. Ce sont des sociétés où la norme sociale, la norme morale favorise l'affranchissement des esclaves et où, au fond, beaucoup de milieux, beaucoup de familles comptent des affranchis. Donc voilà, c'est un rapport à l'esclavage qui est, de ce point de vue-là, complexe parce qu'il est très largement, il touche très largement à la maison, à la famille et à l'intime. Alors, dans ce panorama vraiment dressé à très grands traits, il y a une autre singularité de l'esclavage en terre d'islam, ou en pays en terre d'islam. Cette autre singularité, qui touche à la maison aussi d'ailleurs, c'est que l'on confiait volontiers le service du maître, surtout lorsque ce maître est puissant, lorsque c'est le souverain ou des aristocrates, que l'on confiait notamment la garde, la sécurité, le service personnel du maître à des esclaves ou à des affranchis. C'est ce qu'on a pu appeler l'esclavage militaire, qui consistait donc pour les souverains à se constituer une garde rapprochée de soldats d'élite qui étaient recrutés par l'esclavage, qui étaient sélectionnés par l'esclavage, sélectionnés pour les qualités martiales qu'on leur prêtait a priori et qui étaient formés pour être les serviteurs et les gardiens du maître. C'est ce qu'on appelle en arabe les mamelouks. Et on rejoint une des questions soulevées tout à l'heure par Paulin, qui est celle de la définition, parce que là, on touche précisément à la question de la propriété. La pleine propriété en droit islamique, c'est le milk. Et vous retrouvez les lettres MLK qu'on trouve dans mamelouk. Mamelouk, c'est la chose possédée. Un mamelouk, c'est ce que l'on possède. Et là, on voit que, d'un point de vue, en tout cas, de la définition légale de l'esclavage en terre d'islam, on touche très, très précisément et très étroitement à cette question de la propriété. Donc, singularité que ces esclaves soldats, que généralement ces mamelouks qui, au moment où ils entraient vraiment dans la carrière, étaient déjà affranchis, et chez qui, au fond, le maître cherchait une fidélité qu'il ne trouvait pas chez ses parents, qu'il ne trouvait pas dans sa parenté. La fidélité, par un paradoxe qui nous est sans doute difficile aujourd'hui de concevoir, la fidélité politique, se fondait, en partie en tout cas, et pour une large part, dans ce lien du maître avec plutôt ses affranchis d'ailleurs que ses esclaves, mais pour être l'affranchi, il faut d'abord avoir été la chose possédée du maître. Voilà peut-être deux singularités de l'esclavage en terre d'islam dans la longue durée. La longue durée parce que l'esclavage militaire, les mamelouks, c'est un phénomène qui existe encore jusqu'au XIXe siècle. Merci beaucoup. Déjà, ces deux typologies d'esclavage me semblent tout à fait intéressantes. En tout cas, ils résonnent de façon assez proche, finalement, parce qu'il y a un certain nombre de troupes autour de militaires, autour d'espaces de féodalité au Maroc et ailleurs sont encore très présents. Et c'est souvent, effectivement, des troupes qui sont héritées de cette tradition de militaires du monde arabe. Et précisément, je me demandais comment cette traite arabo-musulmane est mobilisée beaucoup aujourd'hui dans notre actualité, souvent en contradiction avec, ou en tout cas en référence avec la traite transatlantique. Et je voulais savoir en fait quels étaient un peu, selon vous, les ressorts de cette mobilisation, notamment les usages un peu idéologiques qui sous-tendent cette opposition qu'on peut faire entre la traite arabo-musulmane et la traite ou arabo-islamique et la traite transatlantique.
Bon, je vais en dire un mot, mais je pense que Paulin en parlera mieux que moi, parce que je m'éloigne aussi beaucoup de mes domaines de compétences. Bon, disons que très clairement, comment dirais-je, la référence à la traite qu'on appellera arabo-islamique, arabo-musulmane. Bon, là, les définitions sont intéressantes, mais c'est pas notre sujet. Cette histoire-là et la mémoire de cette histoire, ou plutôt l'absence de mémoire de cette histoire, ou la minimisation de cette histoire dans les mémoires, est convoquée, au fond, comme un argument pour montrer que des sociétés qui ont pu, à une époque plus récente, être confrontées ou être confrontées donc à la traite, notamment à la traite atlantique, ont pu par ailleurs être des sociétés qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la traite arabo-islamique. On voit bien ici que l'argument, évidemment, c'est de saper la revendication mémorielle à l'égard des victimes de la traite négrière, de la traite atlantique, en montrant aussi que l'esclavage est un phénomène ancien, qui ne date pas, qui ne remonte pas à la traite atlantique, qui est évidemment beaucoup plus ancien. Alors là où je pense que la question est intéressante aussi dans le rapport à la recherche, c'est que au fond, la question qui est derrière ça, c'est aussi la question de la race, de ce qu'on entend par race et comment cette catégorie se construit et comment l'esclavage a pu concourir à construire cette notion-là. Mais peut-être qu'on l'abordera un petit peu plus tard dans la conversation. Paulin, peut-être sur cette question des différentes formes de traite. Non, mais il y a plusieurs choses. Enfin, d'abord, la construction même du terme de traite comme objet historiographique est en soi intéressant, puisque il y a des traites méditerranéennes, par exemple, qui existent dans l'Antiquité, mais pour lesquelles on n'emploie pas, quasiment jamais, le terme de traite, ce qui est étrange de la façon. Après, il me semble, mais Julien en fait connaît mieux ça que moi, que la notion même de traite arabo-musulmane, elle est problématique parce qu'en fait, elle amalgame des types de traite qui sont très étendus, qui sont dans l'histoire assez structurellement différents. On ne parle pas de la même traite du tout si on parle de la traite qui concerne l'Est de l'Afrique et celle qui concerne le Sahel à une période très ancienne, à partir du 8e siècle. Et on rassemble tout ça derrière la notion de traite arabo-musulmane, qui est par ailleurs problématique, parce que si on essaie de construire en miroir ce que serait une traite chrétienne, qu'est-ce qu'on y mettrait ? On y mettrait tout à la fois, la traite atlantique, une partie des trafics méditerranéens. Bon, donc c'est évidemment une notion à déconstruire, mais la déconstruire, c'est en rien relativiser l'ampleur et de ce qu'elle a été. Maintenant, il faut évidemment à chaque fois rappeler que la traite atlantique, une de ses singularités, c'est 12,5 millions d'individus déportés pendant, disons, de 1501 à 1860. Et parmi ces 12,5 millions d'individus, un peu moins de 6 millions l'ont été pendant 75 ans, c'est-à-dire de 1750 à un peu moins même de 1750 à 1815. Et on n'a aucun autre exemple dans l'histoire de traite qui ait atteint ce niveau ou qui a acquis, on peut dire, une dimension industrielle en concernant, en ayant une telle ampleur démographique. Donc là, il y a aussi une singularité absolue quand même de la traite atlantique. De plus peut-être, le premier, puisque tu abordes la question là de la démographie, enfin de l'évaluation. Bon, il y a des chiffres qui se promènent, vous trouverez des chiffres sur combien de millions d'esclaves ont été déportés par la traite arabo-musulmane ou la traite islamique. Bon, très clairement, jusqu'au 19e siècle, et peut-être à l'exception de l'Empire ottoman, et je me tourne vers mon collègue ottomaniste ici au premier rang, mais à l'exception de l'Empire ottoman pour lequel on peut avoir des données plus précises, on ne peut pas chiffrer. Je veux dire, les chiffres sont vraiment faits au doigt mouillé et précisément sont construits pour rivaliser
avec l'ampleur de la traite atlantique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, un des ressorts, je pense, de la mobilisation de cette histoire-là comme contre-histoire de la traite atlantique, c'est qu'évidemment, les Européens ont été victimes de la traite islamique. Qu'il y a des esclaves, les Européens, ou en tout cas les habitants de l'ouest de l'Eurasie, ont été victimes de ces commerces d'esclaves à destination du monde islamique. Et évidemment, ça permet d'inverser la charge. Bon, s'il y avait quelque chose qui singularise peut-être les traites à destination du monde islamique, c'est que précisément elles sont tous azimuts. Ce sont des commerces d'esclaves qui vont concerner des esclaves d'Inde, des esclaves de la steppe eurasiatique, des captifs faits prisonniers en Méditerranée, des esclaves du Sahel, des esclaves d'Éthiopie, de la côte de l'Afrique de l'Est. Enfin, c'est une traite tous azimuts. Donc effectivement, l'unifier sous une appellation unique de traite arabo-islamique ou islamique pose évidemment beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y a l'héritage de cette figure du janissaire que j'évoquais tout à l'heure, qui reste très présente dans je dirais, l'héritage de ces histoires. Et puis aussi effectivement le profil un peu je pense à Angélique Marquise des Anges, de la captive blanche du monde arabo-islamique, qui est une femme aussi, et qui correspond un peu à ce que vous avez défini comme étant la figure stéréotypée finalement de l'esclavage sexuel. Oui, alors, qui a, à mon avis, qui a été assez largement minimisé y compris par les historiens, les premiers. C'est-à-dire que le problème du commerce des esclaves femmes dans l'histoire islamique, c'est que, évidemment, on touche à des questions très sensibles, qui sont celles de la sexualité, qui sont celles de la famille, et qui peuvent prendre d'ailleurs des dimensions politiques très fortes lorsque le souverain lui-même, ce qui est souvent le cas dans l'histoire islamique, est lui-même fils d'esclave. Mais je pense que cette dimension-là est effectivement très importante, à la fois en termes économiques et en termes numériques. Et avec d'ailleurs, on en a quelques indices dès le Moyen-Âge, une forme de spécialisation, c'est-à-dire des marchands qui vont, notamment, on a des indices de caravanes d'esclaves venant du Sahel, qui traversent le Sahara, qui sont des caravanes d'esclaves femmes, et uniquement de femmes. Donc c'est quelque chose qui a une dimension très importante, mais avec aussi, ce que je disais tout à l'heure, ce caractère multidirectionnel, c'est-à-dire que des femmes esclaves, dans le monde islamique jusqu'au XVIIIe siècle inclus, on en importe de toute région, et on rejoint la question de la race qu'on évoquera peut-être plus tard, de toute race, pour reprendre une catégorie qui était effectivement utilisée pour catégoriser les esclaves. Donc des esclaves caucasiennes, des esclaves éthiopiennes, des esclaves européennes aussi. Enfin voilà, avoir toujours en tête aussi ce caractère très mondial au fond des différents commerces d'esclaves à destination du monde islamique. Il y a également une personne qu'on évoque souvent pour revendiquer la part abolitionniste de l'islam. C'est Mohammed Bilal, le premier muezzin de l'islam. Et je voulais savoir quel était aussi votre point de vue sur cette figure qui est quand même encore aujourd'hui très transmise et très évoquée pour justement évoquer le caractère abolitionniste de l'islam. Oui, alors c'est bon. Rappelons rapidement la figure de Bilal, donc, qui est donc un esclave, fils d'esclave. On ne sait si sa mère ou son père, qui est d'origine éthiopienne, mais lui-même est né au Hijaz, donc en Arabie occidentale, esclave, si ma mémoire est bonne, d'Abou Bakr, des tout premiers compagnons, si ce n'est le premier compagnon du prophète Muhammad, et qui est donc affranchi par Abou Bakr et qui devient le premier muezzin. Alors c'est une figure qui effectivement connaît aujourd'hui un très fort
renouveau mémoriel, mais c'est pas la première fois dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs phases dans l'histoire où la figure de Bilal était très importante. Vous trouverez des sanctuaires, enfin des tombes de Bilal, parce que comme Bilal est devenu un saint, et comme tous les saints ont plusieurs tombes, en tout cas plusieurs lieux où on honore leur mémoire. Vous trouvez des sanctuaires de Bilal dans beaucoup de régions du bassin méditerranéen, hein, sur la côte turque notamment. Enfin voilà, c'est une figure qui a essaimé. Alors, effectivement, c'est une figure d'affranchi, mais je pense que sa fortune mémorielle, elle est liée à cette dimension intime que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un membre de la maison, à défaut d'être un membre de la famille, mais une fois l'esclave affranchi, il intègre vraiment la maison du maître. Et je pense que c'est cette dimension-là intime qui a aussi fortement contribué à faire de Bilal cette figure. Pour mémoire, autant qu'on puisse le savoir, parce qu'on touche là à des moments très anciens de l'histoire de l'islam et qui sont compliqués à historiciser, mais la tombe de Bilal, la vraie, entre guillemets, est censée être à Damas, hein, puisqu'il est censé avoir participé à la conquête de Damas par les Arabes vers 636 et avoir été donc et être inhumé à Damas. Merci pour ces précisions. On va revenir peut-être un peu à la question plus large de la traite transatlantique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut définir également quels sont les héritages finalement de ce travail historique, en fait, de cette écriture historique? Est-ce qu'il y a un renouvellement de l'historiographie de cette histoire autour de l'esclavage et au bénéfice de quels éléments de contemporains? Oui, alors il y a plein de façons différentes de travailler sur l'esclavage. Il y a une tradition ancienne dans laquelle le livre veut s'inscrire, qui est une tradition qu'on pourrait dire comparatiste. Moi, ce qui me semble le plus important dans de très nombreux travaux qui existent aujourd'hui, c'est surtout de réinscrire l'esclavage de façon dans les grandes scansions de l'histoire des sociétés, et ne plus en faire un champ d'études ou une forme d'histoire périphérique, minoritaire. Bon, prenons un exemple. Par exemple, tout ce qui s'écrit aujourd'hui autour de l'histoire du travail et de l'histoire du capitalisme au XVIIIe, XIXe siècle. Pendant très longtemps, il y a eu cette image très simpliste qui consisterait à dire que le capitalisme s'est développé, avec le capitalisme naît le travail libre et le salariat, et l'esclavage à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, comme de très nombreux penseurs libéraux ou de penseurs du capitalisme eux-mêmes l'avançaient, aurait été finalement une forme d'archaïsme contre lequel la modernité industrielle et capitaliste se serait construite. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce type d'approche que les historiens adoptent, et ils montrent très bien, par exemple, que finalement des formes de management des esclaves, avec tout ce que ça suppose en termes de coercition, de violence, mais d'organisation, par exemple, dans les grandes plantations du sud des États-Unis au début du XIXe siècle, ont pu inspirer, ou en tout cas ont dialogué avec d'autres formes de gestion de la main-d'œuvre dans les usines naissantes dans le nord des États-Unis au XIXe siècle. Et de ce point de vue-là, on réfléchit à ce qu'est l'esclavage dans l'histoire des formes de travail, en l'intégrant. C'est une forme de travail contraint, évidemment, extrême, reposant sur la violence dans des dimensions inouïes, mais dont il faut penser le rôle dans le développement du capitalisme dans l'ensemble du 19e siècle. Voilà, donc une des tendances importantes aujourd'hui, c'est celle-là. Une autre, c'est tout simplement de montrer que les sociétés esclavagistes, et moi j'insiste quand même régulièrement sur cette notion qui pour moi est vraiment importante, et c'est finalement là-dessus qu'on a essayé de travailler dans le livre, parce qu'il y a de très nombreuses sociétés qui recourent à l'esclavage.
de façon plus ou moins marginale. Mais des sociétés esclavagistes, c'est tout à fait autre chose. C'est des sociétés qui, de toute façon, ne peuvent se reproduire, ne peuvent s'inscrire dans la durée sans s'appuyer sur l'institution de l'esclavage. Et des sociétés dans lesquelles l'esclavage imprègne les différentes dimensions de la vie sociale, et en particulier sur le plan imaginaire. Des sociétés esclavagistes, il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire. Pendant longtemps, on pensait qu'il n'y avait que la Grèce antique, la Rome antique, et puis le Brésil, le Brésil jusqu'en 1888, les Antilles et le sud des États-Unis. C'est pas le cas. Il y a beaucoup d'autres sociétés esclavagistes. Mais en tout cas, c'est des sociétés dans lesquelles l'esclavage construit des formes sociales tout à fait singulières, aussi bien pour les esclaves que pour les libres. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort aujourd'hui dans les études. Par exemple, Julien évoquait un tout petit peu tout à l'heure la question de la place des femmes, de l'esclavage sexuel. On pourrait parler de la question du genre. Les sociétés esclavagistes construisent des logiques de genre qui sont tout à fait singulières. Et pas seulement pour ce qui concerne les esclaves, mais aussi pour ce qui concerne les libres. Dans une société esclavagiste, il y a un rapport à la sexualité qui est tout à fait particulier. Par exemple, une dissociation très fréquente et importante entre la sexualité et la conjugalité. C'est pas que propre aux sociétés esclavagistes, mais les sociétés esclavagistes accusent ce trait. Donc voilà, du coup, il y a plein... Quand on décide, si vous voulez, par exemple, c'est tout à fait valable évidemment pour l'Antiquité, mais quand on décide de placer la question de l'esclavage, de l'institution esclavagiste au centre de notre compréhension de ces sociétés, il y a de très nombreux éléments de ces sociétés qu'on regardait pas vraiment, qui s'éclairent en tout cas tout à fait différemment. Justement, dans ce que vous évoquez, c'est très intéressant parce qu'on a à la fois le sentiment d'un traitement historique qui est assez segmenté entre différents types de servitude, d'esclavage, etc. Mais aussi, on s'interroge, enfin en tout cas moi je m'interroge sur la coexistence de différentes formes de servitude qui vont de l'esclavage, comme vous l'avez défini en termes de propriété, jusque de certaines formes de travail forcé. On a le sentiment comme ça d'une diversité de situations de servitude dans ces sociétés esclavagistes qui vont même les constituer d'une certaine manière à certains moments, dans le rapport de l'intime, mais aussi dans le rapport à un outil de production, à une dimension économique de l'esclavage qui est quand même extrêmement important. Oui. Alors, en même temps, il y a des sociétés dont la singularité, et là, évidemment, je repars de l'Antiquité, dont la singularité, c'est bien de s'être construit à partir d'une polarité absolue entre libre et esclave. C'est ça, c'est des sociétés dont le grand partage, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autres. Mais dans beaucoup d'autres sociétés, effectivement, l'esclavage, c'est un statut de dépendance parmi d'autres. Par exemple, un cas très, très intéressant que Cédric Ferrier travaille dans le livre et qui a intéressé en particulier des penseurs antiques et des penseurs médiévaux, c'est le système des castes en Inde. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut identifier ou pas quelque chose qui s'apparente à l'esclavage dans une société aussi hiérarchisée que les sociétés indiennes traditionnelles. Cédric Ferrier montre qu'il y a bien quelque chose qui relève de l'esclavage, qui, d'une certaine façon, est parallèle au système des castes. Mais la différence fondamentale, c'est que, pour le dire de manière comme ça très très générale, c'est que dans l'esclavage, il y a toujours une forme de dépersonnalisation, de désidentification de la personne qui est faite esclave, qui est au fondement même de son statut d'esclave, qui se traduit le plus souvent par le changement de nom et l'arbitraire du nom que lui donne le maître. Et ça quand même, ça spécifie ce qu'est un esclave par rapport à de très nombreux autres régimes de dépendance qui peuvent exister. Dans une des formes de transmission que souhaite valoriser la Fondation, il y a aussi la façon dont on
les résistances à l'esclavage sont parvenues jusqu'à nous et la façon dont finalement aujourd'hui on est en mesure de citer des personnes qui ont été abolitionnistes et qui sont souvent des personnes blanches, et de les mettre en regard de toutes ces résistances qui ont été celles des esclaves. Est-ce que on peut dire qu'il y a un gap, de la même façon qu'il y aurait un gap entre la façon dont est transmise cette histoire dans l'Hexagone, j'allais dire en métropole, et dans les dom-toms? Il y a un enjeu, oui, crucial aujourd'hui. Pendant très longtemps, disons, le discours de la République au sujet de l'abolition a consisté à célébrer, à travers l'abolition et autour de la figure de Schœlcher, aussi admirable soit-elle, la République elle-même, sans rendre hommage aux esclaves eux-mêmes et à leur propre combat. Et la façon même dont on racontait l'abolition était tout le temps sur le mode d'un don généreux de la métropole aux colonies, sans jamais vraiment mettre en évidence le combat qui avait été celui des esclaves depuis la fin du XVIIIe siècle et le rôle évidemment de la révolution haïtienne dans le processus abolitionniste. Et de manière générale, il y a aussi, alors ça c'est un enjeu très fort aujourd'hui chez les historiens, le désir de réfléchir à ce qu'a été l'abolition en ayant aussi une approche critique de ce qu'a été l'abolition. Parce que l'abolition de l'esclavage n'a pas empêché le maintien évidemment des inégalités héritées de l'esclavage. Et de manière générale même, vous voyez, quand on pense à l'abolition, spontanément en France, on pense à 1848. Mais on oublie d'abord qu'en France, c'est très particulier, mais il y a eu 2 abolitions de l'esclavage, puisqu'on est quand même... la singularité absolue d'avoir rétabli l'esclavage, c'est-à-dire de l'avoir aboli une première fois et ensuite de l'avoir rétabli. C'est une histoire, celle-là, qui est très centrée sur l'espace atlantique. En réalité, si on réfléchit à l'abolition dans une perspective beaucoup plus large, on aurait une toute autre histoire. En particulier en Afrique, c'est en réalité au début du XXe siècle qu'on peut véritablement parler d'abolition de l'esclavage. Donc il y a un autre récit, disons, à construire autour de l'abolition et c'est ce que font les historiens aujourd'hui, qui effectivement est beaucoup plus riche et complexe. Alors l'année prochaine, en 2025, précisément, on peut dire tout ce travail de réflexion autour de la mémoire de l'abolition va d'une certaine façon porter ses fruits, et c'est le prolongement du mouvement que vous indiquiez à la fin des années 90 qui a abouti à la loi Taubira de 2001, puisque au Trocadéro va être bâti ce mémorial sur lequel seront gravés les noms des un peu plus de 200 000 esclaves de l'Empire français au moment de l'abolition. C'est-à-dire les 200 000 noms des individus qui ont été enregistrés comme libres au moment de l'abolition, puisque ces listes-là, on les a. Et voilà. Et le sens d'un monument comme celui-là, c'est précisément de célébrer certains ancêtres, finalement, des Français, les anciens esclaves, plus que la République qui aurait généreusement offert la liberté. Oui, ça c'est un enjeu très fort parce que de connaissances historiques, et on a vu que Gabriel Attal avait évoqué s'engager en faveur d'une meilleure connaissance, d'une meilleure transmission de cette histoire des abolitions. Il faut en parler au pluriel, finalement. C'est comme les esclavages. Finalement, il y a différentes formes d'esclavage et d'abolition. Bon, ça fait un petit peu plus d'1 heure qu'on échange et j'imagine que vous avez des questions. Est-ce que vous souhaitez reprendre la parole sur un élément du livre ou sur un aspect qu'on n'aurait pas évoqué avant de partager la parole ? Peut-être juste un élément, parce que Julien en parlait tout à l'heure, et je pense qu'il voulait en parler du coup, c'est la question de la race. Parce que c'est évidemment un des héritages les plus directement prégnants dans nos sociétés
de ce qu'a été l'histoire de l'esclavage. Typiquement, sur cette question-là, notre travail, ça a été de justement montrer que la race, contrairement... c'est un débat qui aujourd'hui existe parmi certains historiens, mais la race n'est pas une catégorie universelle. Et qu'il y a des esclavages et qu'il y a des sociétés esclavagistes qui ont pu fonctionner, être prospères et être infiniment violentes, sans recourir à la race, ou en tout cas sans légitimer la réduction en esclavage de telle ou telle population, sur la base de la prétendue supériorité raciale. Et ce qu'essaie de montrer le livre, mais là, il y a sans doute un objet de discussion, c'est que précisément, il se passe quelque chose dans l'histoire européenne à partir de la fin du XVe, début du XVIe siècle, qui a à voir avec l'histoire de la péninsule ibérique, et qui a à voir aussi avec l'histoire de l'antisémitisme, où quelque chose autour d'un nouveau discours autour de la race pour justifier la réduction en esclavage de certaines populations se met en place. Et en même temps, même si des discours autour de pleinement légitimant l'esclavage sur la base même si l'idéologie raciale à proprement parler est un peu plus tardive. Et on essaie de restituer cette histoire, mais il a fallu prendre une position claire qui en même temps fait l'objet de discussions parmi les historiens, consistant vraiment à insister sur le fait que la race était le produit de l'esclavage transatlantique et qu'il y avait bien ici une spécificité de l'histoire européenne, disons. Non, dire simplement que c'est effectivement une question qui est très, très, très complexe. Moi, juste pour en dire quelques mots depuis, disons, mon point de vue, enfin, disons, le monde sur lequel je travaille, où on sent que, il y a des comment dirais-je, il y a des catégories qui ne se recoupent pas exactement, qui sont en concurrence de peuples et de races, et qui sont des catégories construites par justement le commerce des esclaves, où dans certains cas c'est effectivement davantage plutôt la catégorie de peuple qui est opératoire, où on fait venir des esclaves qu'on attribue, à qui on attribue une origine commune dans un peuple, parce que à ce peuple on attribue des caractéristiques physiques, morales, des qualités, des défauts, et donc des fonctions qui vont aller avec ces spécificités. Un exemple que je prends souvent, c'est les esclaves éthiopiens, qui sont dans le monde islamique médiéval, soit des femmes, soit des eunuques. Très très peu d'esclaves éthiopiens mâles non castrés, puisque c'est aussi un des aspects de l'esclavage en terre d'islam, comme d'ailleurs dans d'autres histoires. Le principe de la castration, on la retrouve aussi en Chine. Enfin, c'est pas évidemment spécifique à l'histoire islamique. Ces esclaves éthiopiens, pourquoi ? Parce que tout simplement, à ceux qu'on appelle éthiopiens, mais qui probablement viennent d'ailleurs de régions différentes, mais ont transité par l'Éthiopie, on prête des qualités particulières. Aux femmes, le fait de savoir s'occuper des enfants, d'être de bonnes nourrices, voilà. Aux hommes castrés, d'être des hommes dignes de confiance, à qui on va confier des tâches vraiment de la plus haute, qui impliquent la plus haute confiance. Alors, est-ce que dans ces catégories, la question de la race travaille ? Oui, parce qu'effectivement, ces catégories de peuples, elles sont aussi traversées par justement cette question de la race et d'une classification des peuples selon la race. Et ce qui travaille ces catégories, c'est notamment le rapport à la couleur de peau, mais qui est un rapport complexe, parce que les sociétés islamiques médiévales appellent noirs les habitants du Sahel, mais pas les habitants de la côte est de l'Afrique, à qui ils vont donner un autre nom de peuple. Bon, voilà. Donc on voit bien que ces catégories travaillent les unes avec les autres de manière complexe. Et l'esclavage joue là-dedans un rôle primordial dans la forge de ces catégories, dans la réification de ces catégories. Et dans les représentations qu'on peut en avoir dans l'histoire de l'art et dans les peintures, dans ce patrimoine finalement qui aujourd'hui
constitue la collection de nos musées. Est-ce que vous avez une œuvre, une exposition, quelque chose qui est pour vous emblématique de cette histoire ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nourrice noire, qu'on nomme la Deda, parce qu'elles ont un nom, en Afrique du Nord, c'est quelque chose qui existe toujours. Donc, effectivement, il y a, dans l'approche genrée, il y a la femme qui bénéficie du lit du maître, mais il y a aussi cette figure, effectivement, de la nourrice noire qui est extrêmement présente dans les familles chérifiennes d'Afrique du Nord. Donc ça constitue effectivement des figures emblématiques de cet héritage esclavagiste. Sur les représentations, sur les collections des musées, puisque nous sommes accueillis dans un musée, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble emblématique de cette histoire de l'esclavage ? On travaille en ce moment à une grande exposition dont on ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle sera inaugurée au Louvre sur les esclavages antiques. Et c'est intéressant parce que en fait, on a très peu de représentations spontanées en art de l'esclavage antique. Même on a l'impression que Et en fait, rien qu'en travaillant sur les collections du Louvre, on en découvre énormément. Donc je pourrais vous parler par exemple du mystère de certains vases qui sont des vases très, très connus. Vous savez, il y en a une dizaine comme ça au Louvre, enfin un peu moins d'une dizaine, où vous avez d'un côté un visage africain, très beau, très soigné, et de l'autre un visage de femme, disons, méditerranéenne. Et on ne sait pas très bien comment... et donc c'est des vases dans lesquels on plaçait certainement des parfums, avec deux personnages qui sont très beaux. Enfin, c'est-à-dire qu'en tout cas, on a l'impression que le peintre a plutôt mis en évidence leur beauté. Et on discute énormément pour savoir quel est le statut de ces deux personnages. Pendant longtemps, les historiens de l'art pensaient qu'il s'agissait d'esclaves. Et alors, dans ce cas-là, les Grecs auraient aimé faire figurer des deux côtés d'un même vase un esclave africain et une femme, c'est-à-dire deux exclus de la citoyenneté. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est sans doute un imaginaire habité par certaines représentations des populations africaines comme potentiellement toujours esclaves, qui fait que les historiens de l'art ont imaginé qu'il devait s'agir d'esclaves. Peut-être que c'est en réalité pas du tout le cas, c'est tout à fait autre chose. Et ça renvoie à la question de la présence aussi de populations africaines dans le monde des cités. Bon, voilà. Là, je pense comme ça spontanément à parce qu'on travaille dessus, à cette œuvre qui pose plein de questions. Julien ? Peut-être simplement beaucoup de tableaux du mouvement orientaliste, avec cette érotisation de l'esclavage, qui est en prise avec au XIXe siècle avec une lecture ou une appréhension des sociétés islamiques comme très sensuelles sur plein d'aspects de la vie, et donc ce regard sur l'esclavage, en particulier évidemment les femmes esclaves, qui érotisent les situations d'esclavage. Et là, effectivement, beaucoup de tableaux, je sais pas, Jean-Léon Gérôme, enfin... Voilà. Oui, il y a de quoi faire. Je pensais à cette grande rétrospective qui était autour du modèle noir qui avait été porté à un temps par Pape Ndiaye, si je ne dis pas de bêtises, au musée d'Orsay. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vous propose d'échanger avec la salle. Il nous reste du temps pour échanger avec vous, approfondir peut-être aussi certains aspects du livre, qui est, vous l'avez compris, important et chargé d'histoire et de contenus divers. On n'a pas évoqué l'Asie centrale ou d'autres régions du monde, mais il y a vraiment une très grande diversité de situations d'esclavage et de servitude qui sont abordées dans cet ouvrage. La parole est à vous. Il y a un micro qui circule. Voilà, je fais circuler un micro si vous souhaitez prendre la parole.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre, ce déploiement-là de connaissances autour de l'esclavage. J'ai une question par rapport à la résonance souterraine que pourrait avoir l'esclavage dans la période contemporaine. Je ne sais pas si c'est un regard que vous portez là-dessus dans votre ouvrage. Mais à savoir, est-ce que ça conditionne de manière souterraine ou ça a conditionné dans des sociétés, et même dans la nôtre? Vous parliez tout à l'heure de l'arrivée du capitalisme ou de la réminiscence de la figure de la nourrice dans le monde au Maghreb, si j'ai bien compris. Et j'aurais voulu savoir si vous portez ce regard sur... je ne sais pas, je pense à La Réunion, par exemple, sur la façon, quel regard on porte sur les gens en fonction de leur degré de noirceur ou de blancheur, pour le dire simplement, ou si comment ça a pu structurer, j'imagine, certaines sociétés au plan économique. Je pense à Haïti, où il y a pu avoir des résurgences d'esclavagisme entre la République dominicaine et Haïti dans les plantations de canne à sucre. Voilà, je suis très sensible à ça et j'y pense aussi parce que je me dis qu'il y a aussi un regard à interroger qui est notre propre regard aussi dans notre société là tout de suite sur les personnes noires. Peut-être que ça conditionne aussi notre regard. Voilà. Je voulais avoir votre avis, votre... Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend peut-être 2-3 questions? Oui, merci. Bon, n'hésitez pas à vous présenter. Bon, je suis un citoyen lambda, je n'ai pas de compétences spécifiques, mais il y a une chose qui m'interroge. Bon, on connaît assez bien l'esclavage, justement, entre l'Occident et la partie Europe et l'Amérique, avec la traite des Noirs. Et le cliché, effectivement, c'est que c'était, on va dire, simplifier les Arabes qui rapatriaient des esclaves pour les commerçants blancs qui se contentaient de les récupérer sur les côtes, d'après ce qu'on sait, pour les emmener de l'autre côté. Et cet esclavage donc de tradition islamiste, on va dire, sur l'Afrique noire, pour simplifier, ça m'interroge beaucoup par rapport. Est-ce que pour faire des esclaves, il faut être plus puissant, il faut être plus fort, on va les prendre par la force? Ou est-ce qu'il y avait déjà, c'est ce qui m'interroge, dans les tribus, on va dire, africaines, une sorte de tradition entre tribus, il y en a une qui domine l'autre, on va prendre des esclaves et on va les monnayer, on va les vendre, par exemple, aux commerçants déjà arabo-musulmans qui eux-mêmes les revendent. Voilà, je ne sais pas exactement là-dessus comment ça a fonctionné. Puis on doit manquer de traces écrites, j'imagine, sur toute cette histoire de l'Afrique noire, typiquement, par rapport au monde arabo-musulman, où il y avait beaucoup plus sûrement d'écrivains, etc. Mais ils ont dû quand même faire des récits, je suppose. Voilà. Merci. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai beaucoup lu en même temps. Bon, il y a plusieurs choses par rapport à ce que vous dites. D'abord, ce n'est pas des tribus, c'est des mondes politiques constitués. Voilà, c'est des royaumes, c'est des sociétés. Alors après, se pose la question, évidemment, de savoir... Mais c'est très difficile à documenter, c'est l'objet de grands débats parmi les historiens, c'est de savoir ce que la traite... occidentale, c'est-à-dire aussi un appel d'air de la part des commerçants européens qui étaient sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest en particulier, comment cet appel d'air a transformé ces sociétés, en particulier a pu transformer les régimes de dépendance qui existaient à l'intérieur de ces sociétés. La question étant de savoir si ces sociétés connaissaient l'esclavage marchandise comme il pouvait exister, par exemple, à la même époque, ou en tout cas des époques très anciennes en Méditerranée, ou si au contraire, ces sociétés ont produit des esclaves parce qu'il y avait cet appel d'air de l'extérieur. Je pense que d'un point de vue documentaire, c'est très difficile à travailler, parce qu'on s'appuie sur
enfin voilà, sur peu de sources, mais par exemple, on le voit très très bien, ça a été bien travaillé par les anthropologues, c'est par exemple cette institution qui existe dans de très nombreuses sociétés et qui est très importante en Afrique de l'Ouest, encore enfin, jusqu'à des périodes très très récentes, qui est la mise en gage d'une personne. C'est-à-dire que vous vous engagez dans une relation de crédit entre deux individus et durant la période correspondant à l'endettement de la personne, quelqu'un est mis en gage. Ça peut être un enfant, ça peut être une épouse, ça peut être la personne endettée elle-même. Cette mise en gage, elle ne modifie pas le statut du débiteur. C'est-à-dire le débiteur reste de statut libre. Bon. Mais il peut rester, il peut néanmoins être mis en gage et travailler au service du créancier pendant une période assez importante. Et on a énormément de témoignages dans le courant du XVIIIe siècle. En particulier, il y a toute une littérature abolitionniste sur ce sujet qui raconte la façon dont cette institution traditionnelle est subvertie par l'existence d'une traite, de sorte que les créanciers qui avaient en gage certains individus se mettent progressivement à les considérer comme leurs esclaves et à les mettre sur les marchés. Bon. Et voilà, donc là, vous voyez bien qu'on ne peut pas réfléchir, si vous voulez, à l'existence même de la façon dont l'esclavage aurait existé dans ces sociétés sans comprendre qu'elles sont de toute façon prises dans ces rapports de pouvoir, qui sont des rapports impériaux, qui les ont de toute façon très profondément affectés et transformés. Sur la question de votre question, je pense qu'il y a énormément de façons en fait, de réfléchir au legs, même dans la très très longue durée de l'esclavage. C'est pour ça que les historiens aiment bien aujourd'hui, et c'est un concept vraiment intéressant, qui est la notion de société, enfin de post-esclavage, ou de société post-esclavagiste. C'est-à-dire des sociétés qui sont encore, et on peut dire que la société française est en partie une société post-esclavagiste, c'est-à-dire des sociétés qui sont encore travaillées par l'héritage de l'esclavage. Et bien sûr, le racisme, les hiérarchies implicites ou imaginaires fondées sur la couleur de peau sont en grande partie des héritages de ce qu'a été l'esclavage. Mais il y a d'autres façons encore de réfléchir à cette persistance. Alors, ça va vous paraître complètement anecdotique ou un peu à côté de la plaque par rapport à votre question, mais moi je pense que par exemple, on peut montrer, alors là c'est vraiment la très très longue durée, disons, de l'histoire de l'esclavage antique après la fin de l'Antiquité, tout simplement que le droit romain est un droit qui, dans ses catégories fondamentales, est le produit d'une société esclavagiste. La construction des concepts fondamentaux du droit à partir de la fin du XVIIIe, du début du XIXe siècle, sont habités par, sont des concepts issus du droit romain qui sont travaillés par cet imaginaire esclavagiste. Et on peut le montrer sur certains éléments. Je veux dire, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est un peu technique, mais qui concerne en particulier le droit du travail, etc. Donc voilà, alors c'est pas l'esclavage forcément auquel on pense, qui est l'esclavage atlantique, mais il y a aussi une vie de l'esclavage antique après l'Antiquité. Bon, et puis il y a une autre question, évidemment, que j'entends un peu dans votre question, et on a essayé vraiment de la travailler, parce qu'il y a avec des juristes dans le livre, c'est comment est-ce qu'on définit l'esclavage contemporain, enfin, quelles sont les formes contemporaine d'esclavage. Et là, on revient quand même à nos grandes difficultés concernant la définition en droit de l'esclavage et le concept de propriété. Parce que un des enjeux essentiels pour une grande partie des militants aujourd'hui qui luttent contre des formes de servitude dans un certain nombre de sociétés, c'est précisément de tenter de redéfinir
l'esclavage en s'affranchissant de la question de la propriété, parce que le cas type qui est souvent discuté, ça concerne par exemple tout le... certains secteurs industriels dans les chaînes de sous-traitance mondialisées, c'est-à-dire dans le nord de l'Inde, au Pakistan, au Bangladesh, des individus qui, parfois seuls, parfois familialement, sont placés au service d'entreprises qui travaillent pour des grands groupes, qui sont au bout de la chaîne de grandes entreprises occidentales, et où on a des conditions de travail qui reposent sur la contrainte et la violence extrême, et qu'on ne peut pas qualifier en droit comme relevant de l'esclavage, puisque les contrats qui organisent leur mise au travail sont des contrats de type salarial classique, en tout cas, qui mettent en scène l'accord de deux volontés théoriquement libres. Et il y a toute une réflexion de la part des juristes, du coup, pour redéfinir l'esclavage, alors peut-être en parlant de la notion de contrôle extrême, ou de contrôle extrême sur la personne, qui permettrait de lutter contre ces types de situations en les qualifiant d'esclavage. Voilà. Mais c'est des populations qui restent captives, peut-être aussi de champs de travail, de travaux spécifiques dans un territoire ou circonscrites à un territoire. Des populations très souvent, le point de départ, ce sont c'est l'endettement, en fait, et c'est la dette. C'est-à-dire, c'est des contrats de travail qui reposent sur un premier versement, souvent important, avec parfois une mise en gage de certaines personnes, et dont le travail va servir, va constituer le remboursement. Et il y a très très nombreuses, mais ça peut être vraiment des secteurs de pointe de l'industrie mondialisée d'aujourd'hui, où en réalité les gens travaillent sous ces conditions, et c'est la dette qui permet le contrôle sur la personne, et dans des conditions qui sont quand même proches de ce qu'a pu être à certains moments le système des plantations. Voilà. Et donc et qui implique par exemple une mobilité de la personne, d'une des personnes, non, pas forcément. Non, pas forcément. Très bien. Je crois qu'il y avait d'autres questions. N'hésitez. Pardon. Donc Julien, excuse-moi. Merci à vous trois pour cet échange. Oui, pour reprendre un des points évoqués par Paulin, en effet, donc, on a dû passer par cette phase de hyper-spécialisation peut-être dans les études qu'on peut qualifier de serviles, mais pour saisir justement la centralité de l'esclavage pour beaucoup de sociétés dans différentes parties du monde durant toute l'histoire mondiale, pour essayer d'en faire un élément presque banal de n'importe quelle étude historique. Ce serait notre vœu pieux peut-être pour les prochaines générations. Et saisir sa centralité, par exemple, ça permet aussi de reconsidérer tout ce qu'on pense savoir, par exemple, de la Révolution française, puisque presque dans aucune étude ou son enseignement pédagogique, on n'évoque jamais la Révolution haïtienne comme l'aboutissement logique, radical, absolu de la Révolution et de ses idéaux, mais ça reste assez marginalisé, etc. Ça montre aussi les contradictions bourgeoises de certains révolutionnaires qui étaient propriétaires, entre autres, et surtout les réticences à indemniser les esclaves eux-mêmes à n'importe quelle abolition, mais plutôt les propriétaires, justement, et qu'on dit insuffisamment d'ailleurs, à chaque commémoration d'une abolition, etc. Là-dessus, il y a un mea culpa à faire également, dans les travaux commémoriels publics, etc. Mais puisque c'est un ouvrage de comparatisme, entre autres, donc ma question pour vous deux serait, le fait de lire sur quelle autre société esclavagiste vous a permis de mieux comprendre celle que vous étudiez? À vous de jouer. Non, mais je dirais pas une en particulier, où ça dépend vraiment des objets. Non, mais il y a des aspects comme ça très, très, très ponctuels. Il y en a plein. Alors, par exemple,
Juste un exemple, quand on travaille sur l'Antiquité, très souvent pour connaître les esclaves, un type de document qu'on a en très grand nombre, c'est des listes de noms. Des noms d'esclaves, on en connaît de très nombreux. Et les historiens antiquisants essaient de travailler avec ces noms en essayant de faire souvent plusieurs choses. C'est-à-dire d'abord, à partir de l'onomastique, à partir des noms, essayer de reconstituer la provenance des esclaves. Donc on peut dire un tel a un nom qui vient plutôt de Phrygie, un tel a un nom plutôt scythe, etc. Bon, ils font ça, et puis par exemple, ils étudient aussi les noms masculins, féminins. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si tout simplement on entre dans toute la littérature historienne sur les listes de noms ou les inventaires de plantations, par exemple dans les Caraïbes anglophones ou francophones, on se rend compte en fait de quelque chose qui est banal, qui en fait est assez évident, c'est que un nom pour un esclave n'a absolument pas le même statut et la même valeur que pour un homme libre. Parce que la vocation même d'un nom, c'est de vous inscrire dans une filiation. C'est ça dans une société, un nom. Or, pour un esclave, c'est pas le cas. Et ce que, par exemple, Trevor Bernard, qui travaille sur la Jamaïque du XVIIIe siècle, a bien montré, c'est tout simplement qu'un esclave a plusieurs noms. Et que le nom même est totalement arbitraire. La violence extrême de l'esclavage, elle se traduit d'abord par ce fait-là. Ce qui fait que quand vous avez un nom, un même esclave peut, d'un document à un autre, avoir des noms différents. Mais quand avec cette idée-là, vous replongez sur les listes de noms d'esclaves grecs, ça devient très compliqué. Beaucoup plus intéressant, mais en réalité très très complexe. Parce qu'on ne peut pas nécessairement considérer que derrière un nom, on a un individu. On se rend compte qu'en réalité, on qualifie de Traïta, par exemple. Traïta, c'est la femme Thrace. Et c'est un nom extrêmement courant dans les listes d'esclaves de l'Antiquité. Mais en réalité, on se rend compte assez vite que ce nom peut pas nécessairement désigner une esclave. Enfin bon, voilà, la situation se complexifie grandement. Et voilà, ça c'est un acquis juste de ce que vous... disons, le travail comparatif sur un petit objet comme celui-là, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Pour une réponse très rapide, je pense que moi c'est plus sur la question de l'affranchissement que j'évoquais tout à l'heure, enfin des sorties de l'esclavage, quoi. Je trouve extrêmement intéressant de voir, comme d'ailleurs dans la société islamique, que tout ce qui fait que l'esclave ne devient pas un libre à son affranchissement, il devient autre chose, mais qui reste un post-esclavage aussi. Voilà. Ça, c'est un élément très intéressant qu'effectivement, que l'ouverture comparatiste du livre permet de mieux penser. Oui, et puis dans le prolongement peut-être de l'histoire coloniale aussi, peut-être toutes les formes de servitude qui se sont poursuivies, même si ce n'était pas à proprement dit de l'esclavage. Il y avait des questions. Bonsoir. Pardonnez la naïveté de ma question, mais est-ce que dans vos travaux, vous avez rencontré, par exemple, des sociétés où ce sont des femmes qui ont esclavagisé des hommes ou des populations noires qui ont esclavagisé des populations blanches? Je cherche. Mais non, enfin, pour le premier élément de votre question, vraiment, je cherche, mais même les Amazones, elles sont pas esclavagistes du tout. En fait, je vois pas bien. Je vois pas bien. Il y a pour ce qui est la traite, que vous avez dit atlantique, il y a quand même un grand rapport avec l'essor économique de l'Europe, le développement, enfin les précurseurs du capitalisme et puis l'essor capitaliste. Et il y a eu des tas de justifications morales, religieuses, je pense morales à la controverse de Valladolid, religieuses et pseudo-scientifiques,
donné à l'esclavage pour le justifier. Est-ce qu'on observe le même système de justification dans d'autres systèmes esclavagistes? Par exemple, enfin, c'est quand même une question qui traverse, par exemple, une grande partie de l'Antiquité, celle de savoir comment est-ce que, normativement, on légitime le pouvoir qu'a un maître sur son esclave. Jusqu'à la fin de l'Antiquité, le noyau normatif qui justifie l'esclavage, c'est le droit du vainqueur. C'est-à-dire avec cette scène qui de toute façon est répétée d'un auteur à l'autre, qui est un peu la scène théorique qui permet de justifier l'esclavage, c'est l'idée que le maître est le vainqueur qui, sur son champ de bataille, a accordé au vaincu le droit de survivre, mais en tant qu'esclave. Alors, à côté de ça, mais c'est ça qui vraiment, jusqu'à Saint-Augustin, justifie théoriquement l'esclavage. C'est vraiment le droit du vainqueur. Après, il y a des discours théoriques un peu plus élaborés, mais il y en a dans toute l'Antiquité, mais il a une importance telle, parce que vous évoquiez la controverse de Valladolid, il intervient dans cette controverse, c'est évidemment l'esclavage par nature d'Aristote. C'est-à-dire au début du livre 1 de la Politique, Aristote explique que certains individus sont par nature destinés à être esclaves. Ce par nature ne désigne pas, pour Aristote, ça ne veut pas dire qu'il y a certains peuples qui sont destinés à être esclaves. C'est quand même avant tout en termes individuels. Et la façon dont on peut interpréter cette naturalisation de l'esclavage, c'est vraiment très très complexe chez Aristote. Ce qui est sûr, c'est que cette référence aristotélicienne, elle a ensuite été réutilisée et en partie transformée et subvertie à partir du XVIe siècle en Europe, où on lui a donné une dimension raciale, enfin en tout cas justifiant la supériorité de certaines populations aux dépens d'autres, en l'occurrence des populations européennes. Voilà ce que je peux vous dire à très très grands traits, par exemple sur l'Antiquité, mais je pense que par exemple dans le monde arabo-musulman, on retrouverait d'autres discours de justification. Oui et non, c'est-à-dire qu'on en trouve, et notamment dans la généalogie de ce discours de légitimation de l'esclavage qui est la malédiction des peuples noirs. Bon, il y a une généalogie islamique aussi de ce thème-là, mais qui au fond est pas très prégnante dans les discours. On est plutôt dans une situation inverse où on ne justifie pas l'esclavage. On n'a pas besoin de justifier l'esclavage. On ne le justifie pas. Il n'y a pas de dilemme moral posé par l'esclavage. L'esclavage est tellement présent et également inscrit dans une certaine fluidité des trajectoires individuelles, parce que assez souvent les esclaves sont affranchis par différents types de procédures à différentes étapes de leur vie, qui fait qu'il n'y a pas de besoin moral de justifier l'esclavage. Et ça, c'est peut-être, mais je me tourne vers toi, est-ce que c'est peut-être une singularité? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Non, parce que, en tout cas, je dirais la même chose de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a ce texte d'Aristote qui est très, très particulier et qui ne dit rien de la pensée grecque de l'esclavage. Et puis il y a ce noyau normatif, mais qui est très, très ancien. Sinon, effectivement, c'est plutôt le silence. Mais en fait, c'est quand même... C'est l'abolition qui a obligé aussi les défenseurs de l'esclavage, enfin la possibilité de l'abolition, à défendre l'institution. C'est aussi beaucoup dans ce contexte-là que les grands textes défendant l'esclavage sont apparus. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres remarques? Attendez, il y a des personnes qui ont demandé la parole, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Vous interrompre. Voilà, moi, c'est plutôt quand je vois l'illustration du livre, c'est cet homme que je vois sur la page, son expression. Et la question que je me pose, est-ce que cet homme, il a une histoire, un vécu, quelque chose qui témoigne quand même de quelque part de son origine ou de quelque part, quoi. C'est vrai que, je sais pas, je pense que le choix de cette illustration n'est peut-être pas neutre aussi tant que ça, quoi. Pourquoi celui-là exactement, quoi. Merci. Pourquoi le choix de cette illustration? Alors, d'abord, il faut vraiment savoir que c'est une prérogative de l'éditeur.
pas des auteurs, hein, la couverture d'un livre. Non, mais c'est important parce qu'en fait, nous, on faisait des propositions en très grand nombre, et puis à un moment, c'est l'édition qui choisit, et en faisant entrer pas mal de critères qui nous échappent en partie. Ce qui est sûr, c'est que en fait, il s'agit d'une photo d'Arturo Henschel, qui est un photographe allemand qui a vécu au Brésil et qui, juste avant l'abolition, a fait des portraits d'esclaves. Il en a fait une trentaine environ, d'individus dont on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on n'a aucun élément par ailleurs pour savoir de qui il s'agit exactement, mais le travail photographique de Henschel était un travail d'un abolitionniste, hein, dans le contexte brésilien. Et son idée était de mettre en valeur la dignité de ces personnes qui étaient encore esclaves. C'est vraiment dans ce contexte que ces photos ont été produites. La difficulté, je suis tout à fait... Je veux dire, pour moi, il y a évidemment une difficulté, c'est que ce livre veut proposer une histoire comparée des esclavages, et puis on en arrive à une représentation canonique de ce qu'est l'esclave. Bon, je vois bien la contradiction, mais elle m'échappe en partie. Ce qu'on nous a dit à un moment, c'est que de toute façon, il fallait que ce soit un portrait, une personne, pas plus. Il ne pouvait pas y avoir 2 ou 3 ou 4 ou 5 portraits. Il fallait qu'il y ait une personne qui porte comme ça l'ensemble de la couverture. À partir du moment où il y avait une personne, les photos de Henschel sont très belles. Et c'est pas parce que c'est important, je veux dire, surtout dans le contexte colonial, on réfléchit beaucoup aujourd'hui à la façon dont les images ont pu être produites, qui prend des images et à quelle fin. Bon, et de ce point de vue-là, le travail d'Henschel est quand même, oui, respectable et important. Mais bon, voilà, je comprends le paradoxe, hein, je le vois bien, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il y avait une personne tout au fond qui avait demandé. C'était juste pour rebondir sur le monsieur avant, par rapport aux abolitionnistes. Tout à l'heure, j'ai oublié de la poser. On parle souvent des abolitionnistes des penseurs occidentaux, européens, on va dire. Est-ce qu'il y en avait est-ce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire, dans des penseurs? Vous avez cité brièvement Aristote, mais sans préciser ce qu'il avait écrit, visiblement pas grand-chose. Mais Aristote a défendu l'institution esclavagiste. Il défendait carrément. Ah, voilà. Ah, oui, alors, par exemple, aucun penseur dans la Grèce antique abolitionniste, chez les Romains non plus, en Chine, en Inde, et pourquoi pas aussi dans le monde islamique. Voilà ma question. Est-ce qu'il y avait d'autres? Est-ce qu'il y a eu des traces de philosophes, de penseurs humanistes, on va dire, dans d'autres cultures que la nôtre, toujours les Européens? Bon, merci. Bon, dans l'Antiquité, il y a des discussions mais qui sont vraiment il y a certains fragments de philosophes stoïciens à la fin de l'Antiquité où on peut se demander si bon, il y a une critique de l'institution esclavagiste qui existe chez les auteurs anciens. Mais être abolitionniste, c'est tout à fait autre chose. Et ça n'existe pas dans l'Antiquité. L'idée, c'est concevoir la possibilité qu'une société existe sans recourir au moindre esclave. Et ça, c'est tout simplement en dehors de toute imagination possible de ce que peut être une société dans l'Antiquité. Mais il faut vraiment insister sur le fait que Benedetta, qui a écrit un long article sur l'abolitionnisme dans le livre, et pour nous c'est important parce que Benedetta est africaniste, et raconter l'histoire des abolitions depuis une perspective africaniste, c'est tout à fait différent. Ça produit une histoire en fait qui est tout à fait différente que celle qu'on produit habituellement, qui est centrée sur les espaces atlantiques. Et donc elle essaie de chercher des traditions. Et c'est pas mal réfléchi aujourd'hui par les historiens. Elle essaie de réfléchir à l'existence de traditions en Afrique, en particulier abolitionnistes, bien avant le début du 19e siècle. Mais il faut insister, elle insiste là-dessus, je pense que c'est vraiment important, aussi sur la singularité du moment, enfin de la construction impériale européenne
qui a rendu possible l'abolition à partir du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la singularité de la construction impériale européenne, c'est cette séparation entre métropole et colonie, avec l'idée selon laquelle l'esclavage est interdit dans les métropoles. Nul ne peut être esclave sur le sol de France, sur le sol anglais, etc. Théoriquement. En réalité, on sait qu'il y avait des esclaves, quelques-uns, etc. Mais quand même, ça structure. Bon. Et ça produit des sociétés, sur le plan imaginaire, très particulières. C'est des sociétés qui, tout en bénéficiant des ressources dues à l'exploitation, des ressources grâce à l'esclavage dans le monde colonial, qui rend prospères ces sociétés qui, dans leur vie courante, imaginent qu'elles peuvent vivre sans esclavage, que l'esclavage n'est plus une réalité courante des sociétés. Dans le Brésil du 19e siècle, il a fallu un siècle extrêmement compliqué pour que finalement l'esclavage soit aboli. Et aux États-Unis, quand l'esclavage est une réalité, y mettre fin, c'est extrêmement complexe. Et aux États-Unis, il a fallu une guerre terrible. Donc c'est cette construction impériale qui est très particulière parce que l'Empire romain, l'Empire ottoman n'a pas cette construction impériale, c'est-à-dire avec cette séparation métropole-colonie. Mais donc, voilà, l'idée qu'on peut vivre sans esclaves tout en bénéficiant des ressources de l'esclavage, c'est quand même ce qu'a connu l'Europe à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Et ça explique comment l'idée de l'abolition aussi a pu naître. Merci. Bonsoir. J'aurais voulu faire une remarque et poser une question, si vous voulez bien. La première remarque, elle concerne mes amis comoriens. Il y a un déni chez les Comoriens, dans la diaspora comme ailleurs, par rapport aux descendants d'esclaves, qu'on appelle les Maquas souvent. Et ça rejoint aussi le problème de la couleur ou l'aspect de la couleur. Plus près ? Ah, pardon. Excusez-moi. Je manque d'habitude. Donc, j'aurais voulu faire une remarque concernant le déni à propos des descendants d'esclaves comoriens, qu'on appelle les Maquas. Lorsque j'interroge mes amis comoriens, ils disent qu'aujourd'hui on est tous musulmans et donc il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais en même temps, lorsqu'on se marie, on évite de se marier avec un descendant d'esclave, avec un Makwa. Et par rapport à la couleur dont vous parliez, le noir, le nègre, l'africain, c'est le descendant d'esclaves achetés à Zanzibar par les aïeux comoriens. Et celui-là est discriminé encore aujourd'hui. Peut-être pas par tout le monde, bien sûr, loin de là. Mais très fréquemment, même de façon générale, on en tient compte dans la hiérarchie sociale des Comores. Bon, ma question, par contre, concerne... Enfin, il y a deux questions, si vous permettez. La première, c'est que vous avez dit dans l'Antiquité, il n'y avait pas de société sans esclaves. Apparemment, on dit aujourd'hui qu'il n'y en avait pas en Égypte antique avant les Ptolémées. Peut-être que vous auriez un éclaircissement, mais la question qui me tenait le plus à cœur, c'est celle de l'esclavage dans la société préhistorique. Vous avez parlé de néolithique. J'aurais aimé que vous en disiez un mot de plus. Et aussi par rapport aux chasseurs-cueilleurs, puisque on dit que dans la société traditionnelle des Aïdas de Colombie-Britannique, il y a des esclaves. Alors c'est certes une société de chasseurs-cueilleurs qui peut accumuler des denrées et donc avoir des réserves, contrairement à la plupart des chasseurs-cueilleurs. Mais il y aurait donc des esclaves, du moins c'est ce qu'on entend parmi les chercheurs. Voilà. Merci. Sur l'Égypte, oui. Alors là, on entre encore une fois dans la question de la terminologie et la façon dont on définit ce qu'est l'esclavage, puisque l'Ancien Testament semble bien nous dire qu'il y a quand même des formes d'esclavage en Égypte. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même un consensus parmi les égyptologues pour refuser d'employer le terme d'esclavage au sujet d'un certain nombre de statuts de dépendance qui se traduisent très souvent dans l'Égypte ancienne par des contraintes de travail gigantesques, donc des populations qui sont assignées à des territoires et qui ont des contraintes de travail considérables, c'est-à-dire des formes de corvée
mais qui semble quasiment prendre la place de l'intégralité du travail. Et pourtant, on n'observe pas ces éléments cruciaux dans l'esclavage qui, justement, relèvent de la dépersonnalisation, de la désidentification. Et c'est en ce sens-là qu'on ne parle pas véritablement d'esclavage, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans une forme de servitude qui est quand même sensiblement différente de l'esclavage marchandise, ensuite l'esclave réduit à l'état de marchandise tel que ça va exister en Méditerranée. Et donc effectivement, c'est avec les Ptolémées, quand l'Égypte devient grecque, que l'esclavage marchandise se serait vraiment développé. Concernant la préhistoire, alors le livre s'ouvre par un article de Jean-Paul Demoule sur ce point. Vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire que c'est évident que la néolithisation a marqué, et c'est tout à fait attesté archéologiquement, des formes de hiérarchie et de domination parfois très violentes à l'intérieur des sociétés. L'élément, d'un point de vue archéologique, le plus spectaculaire, et dans lequel souvent les archéologues identifient la forme la plus ancienne de quelque chose qui a dû s'apparenter à de l'esclavage, c'est ce qu'on appelle les morts d'accompagnement. C'est-à-dire quand on trouve un individu placé en position éminente et autour duquel, dans une fosse, ou dans plusieurs fosses, se trouvent d'autres individus dont on voit qu'ils ont été mis à mort au moment de la mort du premier. Bon, et là, on identifie très clairement un chef ou quelqu'un qui dispose d'une autorité sur un groupe et des individus qui sont ses fidèles et qu'on met à mort au moment de sa mort. Et là, on croit toucher du doigt quelque chose qui s'apparente bien à l'esclavage et qu'on peut dater très clairement. Enfin, on n'en a aucune trace, évidemment, avant le néolithique. Mais le problème, c'est effectivement que des groupes de population que les anthropologues étudient, en particulier pour réfléchir à ce qu'ont pu être les chasseurs-cueilleurs à des périodes très 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 anciennes, et donc c'est tous les Indiens de la côte nord-ouest des États-Unis, etc., il y a bien de l'esclavage à l'intérieur de certaines de ces communautés. Enfin, de l'esclavage et des individus qui sont vendus, échangés. Bon, et ça a été bien documenté. Et du coup, on en vient à imaginer qu'avant même le néolithique, il a pu exister des formes d'esclavage. Voilà, effectivement. On va t'amener Je vais vous donner un micro. Merci. Dans une approche comparée, puisqu'on regarde l'esclavage, notamment transatlantique, dans quelle mesure on pourrait l'associer aussi à l'évolution sociétale de l'exploitation, dans la mesure avec la disparition du servage et progressivement la conquête des territoires qui a permis les colonisations et un phénomène de substitution. Mais quelque part, est-ce qu'on pourrait considérer le servage comme une forme d'esclavagisme pro domo? Non. Alors ça, non. Mais là, je parle devant un médiéviste, donc mais bon, c'est une énorme question. C'est la question historienne la plus ancienne, peut-être, et la plus difficile à résoudre, c'est le passage de l'esclavage au servage, puisque oui, mais en fait, si, parce que ça pose la question de comment on définit le servage, puisque vous avez le même terme, servus, où quand vous avez un servus au IVe siècle, on dit c'est un esclave, et quand vous avez un servus au XIIe, mais vous avez le même terme, on dit c'est un serf. Il n'y a plus d'esclaves. Comment est-ce qu'on définit l'esclavage? Alors, ce qui est important, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. C'est pas du tout. Mais la façon dont on peut observer une transition comme ça dans les formes de servitude qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est difficile à suivre. Alors, dans le livre, il y a un article que je trouve hyper éclairant là-dessus. C'est Ludolf Kurenburg, qui est un chercheur marxiste allemand, qui a travaillé sur des documents de l'abbaye de Wissembourg en Alsace, et au 8e, 9e siècle. Et il montre très bien quand même une évolution sensible. Les éléments essentiels quand même structurellement qui distinguent l'esclavage et le servage, ça renvoie à cette question de la dépersonnalisation, de la désidentification, etc. C'est que un serf
Et généralement, il y a la possibilité qu'il a de se marier, le connubium, et la possibilité de fonder une famille et de transmettre un nom, même s'il ne possède pas de biens. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc ça renvoie à la question du rapport à la parenté, etc. etc. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, quand même structurant, même, bon, on est évidemment dans des grands archétypes comme ça, c'est que dans le servage, la propriété pèse sur la terre et par extension sur celui qui travaille la terre. Mais le lien à la terre est premier par rapport au lien au rapport de propriété sur la personne. Et ça change en fait énormément de choses. Mais dans le servage, surtout, il n'y a pas cette dépersonnalisation, cette mort sociale absolue qui est le propre de l'esclavage. Donc c'est une différence quand même vraiment fondamentale. Julien, vous voulez compléter ? Dans quel sens ça s'était substitué l'un à l'autre, quelque part ? Dans l'historique ? Mais dans l'histoire européenne ? Oui. Bah, la question en Europe, c'est quand même surtout le passage de l'esclavage au servage. Et alors ça, selon les lieux, selon les types de documents qu'on mobilise, etc., c'est vraiment très très complexe. Il y a les partisans d'une évolution à une très haute époque qui montrent bien que dès le IIIe siècle... justement la partie à l'autre bout. C'est-à-dire que progressivement, avec l'arrivée, l'émergence de la bourgeoisie, etc., finalement, le servage, avec la Renaissance, etc., tout ce qui était réellement pratique médiévale a disparu, que concomitamment, il y a eu la colonisation, la conquête des mers, et qu'on a introduit... Ah oui, mais oui, d'accord. C'était dans ce sens-là ma question. Pas du tout pour les mêmes populations. Voilà, non, donc, mais oui, effectivement, mais que en fait, c'était un peu cette substitution qui aurait introduit ce besoin d'esclavagisme entre guillemets dans les sociétés bourgeoises à partir du XVIIe siècle, par exemple. Oui. Alors, oui, c'est une hypothèse. Bon, mais il y a un terrain extraordinaire de ce point de vue-là, c'est évidemment la Russie d'époque moderne, puisque l'institution même du servage ne cesse d'évoluer et qu'à l'intérieur même du servage, il peut exister des formes très violentes de servage que certains historiens considèrent qu'on peut nommer comme relevant de l'esclavage dans la Russie du XVIIIe siècle. Merci beaucoup tous les deux pour cette soirée, pour cette conférence autour de l'esclavage et son approche globale et comparée. Je vous remercie tous d'avoir été présents à cette soirée et je vous donne rendez-vous à une prochaine date, le 12 novembre. On évoquera au musée d'histoire, il y en aura plein d'autres avant, des soirées, mais Ancrage, la participation des soldats coloniaux à la libération de Marseille. Merci beaucoup et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux. Au revoir.